Je vais vous parler effectivement d'une maladie qui était extrêmement rare, enfin qui reste une maladie rare, mais qui est devenue une maladie un peu sexy comme l'histiocytose langerhansienne au début des années 2010 avec la découverte de la mutation BRAF. En fait, donc je sais que Jean n'aime pas cette photo, mais donc la maladie d'Erdheim-Chester, il y a deux pathologistes. Donc il y avait Jacob Erdheim, qui était un juif d'origine ukrainienne, qui est mort en 1937. Donc toute la famille a été décimée dans les chambres à gaz, et qui lui passait son temps dans son laboratoire d'anatomopathologie a décrit un certain nombre de maladies, et qui a décrit avec un de ses étudiants qui était américain, qui s'appelait William Chester, qui était anapathe et qui a fini cardiologue. Les deux premiers patients avec cette maladie qui ont été décrits dans une publication en allemand. Il y avait une littérature allemande qui était extrêmement riche dans les années 30 et 40, et c'était deux descriptions autopsiques qui rapportent à peu près toutes les localisation que je vais vous passer un petit peu en revue. Donc c'est très difficile de savoir combien il y a de cas de cette maladie dans le monde. Il y a probablement entre 2 et 3 000 cas connus dans le monde entier, avec la marque de fabrique de cette maladie, c'est d'avoir une hyperfixation des os longs sur une scintigraphie osseuse ou sur un TEP scanner. Il n'y a pas toujours de parallélisme entre la fixation et les douleurs. À peu près un patient sur deux ont des douleurs, mais la plupart vont avoir cet aspect de fixation des os longs. Et puis l'autre chose qui est qui est devenue assez connue au fil des 15-20 dernières années, c'est cet aspect très pathognomonique, très typique de cette maladie, qui est l'aspect de rein chevelu, c'est-à-dire cette fibrose autour des reins qui peut être assez considérable, qui est présent chez quasiment 2 patients sur 3 et qui n'est pas une vue de l'esprit, puisque ici vous avez en haut à droite un patient qui avait perdu un rein dans la bataille avec cette couenne de fibrose. Alors, on va parler pas mal de mutations, et en particulier de BRAF. Cette voie de signalisation, la voie des MAP kinases, c'est une voie qui est connue depuis le début des années 2000, qui a été décrite dans un certain nombre de cancers, en particulier des cancers cutanés comme les mélanomes. Et puis, on en a un petit peu dans certains cancers du côlon. Et pour les histiocytoses, à peu près la moitié, les 2/3 des patients avec l'histiocytose à cellules langerhansiennes ou la maladie d'Erdheim-Chester vont avoir une mutation de BRAF. Vous avez ici cette voie de signalisation qui va entre l'enveloppe et le noyau. Et vous voyez ici, on va surtout parler de BRAF, mais un petit peu d'autres mutations. Et quand BRAF est muté, cette voie devient active de façon constitutionnelle. BRAF est un proto-oncogène, donc c'est à ce moment-là qu'intervient la notion que ces maladies, ce n'est pas vraiment un cancer, mais il y a des mutations qui sont présentes dans certains types de cancers. Donc, pour cette maladie d'Erdheim-Chester, je vais vous montrer un certain nombre de chiffres qui datent maintenant d'il y a 6-7 ans. On a vu dans le centre de la Pitié 420 patients, la plupart venant de France, mais il y a pas mal de patients qui viennent de l'étranger. Et vous voyez également qu'il y a un certain nombre de patients, 15% à peu près, qui ont une histiocytose à cellules langerhansiennes avec une maladie d'Erdheim-Chester. Et puis il y a également des patients qui ont qui ont toutes les histiocytoses associées. Donc il y a une sorte de continuum, même si c'est surtout des patients avec une maladie d'Erdheim-Chester dont je vais parler. Alors il faut absolument avoir une preuve histologique dans cette maladie. Si vous avez un xanthelasma, dont je vais vous montrer des images juste après, c'est là qu'il faut biopsier. Et puis également biopsier la graisse qui est autour du rein, parce que c'est absolument fondamental maintenant d'avoir une preuve non seulement histologique, mais également de faire de la biologie moléculaire pour savoir si vous avez la mutation BRAF ou éventuellement d'autres mutations. Vous voyez ici en bas à droite que le Ki67, qui est un marqueur de prolifération tumorale, est très bas. Donc ce n'est pas un cancer au sens ou d'autres proliférations tumorales, même si il peut y avoir des mutations qu'on voit dans certains cancers. Et vous avez ici c'est une cellule en bas à droite avec une couronne de noyau qui est une cellule de Touton qui est très souvent vue dans la maladie d'Erdheim-Chester.
L'histoire naturelle de cette maladie est très mal connue. Il y a parfois des formes avec quasiment zéro douleur ou quelques douleurs osseuses, un peu de CRP. Et puis, à contrario, des patients qui vont avoir des localisations du système nerveux central, du cerveau et ou du cœur. Le sexe ratio est en faveur des hommes. Il y a 3 hommes pour une femme et c'est en général des adultes qui ont entre 50 et 60 ans, même s'il y a de plus en plus d'observations pédiatriques et chez des patients qui ont plus de 80 ans. La plupart des patients vont avoir un syndrome inflammatoire biologique avec une CRP qui va être un petit peu élevée, enfin plus de 30 à 40 et parfois ça peut aller jusqu'à 100 de CRP avec un premier symptôme qui est très variable. Ça peut être des douleurs osseuses et fréquemment il peut y avoir un diabète insipide, c'est-à-dire des patients qui vont avoir un problème de l'hypophyse et qui vont boire 7 à 8 litres d'eau par jour et pisser autant. Et ça peut survenir 20 ou 30 ans auparavant et c'est quelque chose qu'on voit également dans l'histiocytose langerhansienne. C'est une maladie pour internistes puisque vous voyez ici que la plupart des patients vont avoir des manifestations extra-osseuses qui peuvent être cutanées, qui peuvent être du système nerveux central, du cœur et je vais vous montrer quelques exemples. Alors l'exantélasma, on ne sait pas très bien pourquoi, c'est autour des yeux. Ça peut être infiltré ou ça peut être relativement plat. Et c'est extrêmement riche en histiocytes, donc c'est là qu'il faut biopsier quand vous voulez avoir une preuve histologique. Un patient alors, fort heureusement, certains des patients vont avoir une exophthalmie qui est beaucoup plus modérée. Et vous voyez ici que quand vous avez une infiltration derrière les yeux, eh ben, vous pouvez avoir ce type Donc ici, vous avez une coupe de scanner avec un infiltrat qui va faire que les yeux vont sortir un petit peu des orbites. Les atteintes neurologiques sur lesquelles le professeur Hidbé va vous parler juste après sont relativement fréquentes dans cette maladie, avec des atteintes ou bien dites tumorales, donc une infiltration en masse, ou bien un type d'atteinte du cervelet qui est dite une atteinte dégénérative ou pseudo-dégénérative qu'on voit également relativement fréquemment dans l'histiocytose à cellules de Langerhans et puis des atteintes qui sont périvasculaires. Ça, je vous ai déjà montré tout à l'heure, donc cette infiltration de la graisse périrénale. Et puis, parfois, il peut y avoir des atteintes urétérales qui nécessitent de mettre en place des sondes double J pour dériver les urines et pour vérifier pour empêcher que les reins ne souffrent. Il y a également une atteinte endocrinienne qui est extrêmement fréquente dans cette maladie et qui justifie d'avoir un suivi dédié. On a la chance à la Pitié d'avoir un service d'endocrinologie adulte avec des explorations qui sont effectuées relativement régulièrement parce qu'il n'y a pas seulement le diabète insipide central qui est présent dans cette maladie, mais l'ensemble des axes qui peuvent être touchés. Vous pouvez également avoir une infiltration autour de l'aorte, comme vous voyez ici, ou bien sur l'aorte thoracique, ou bien ce qu'on appelle le coteau d'aorta, c'est-à-dire le manchon périaortique avec une infiltration qui va de l'émergence de l'aorte jusqu'à la bifurcation iliaque. Dans la plupart des cas, donc, il n'y a pas de sténose ou de retentissement de la lumière du vaisseau, sauf quand les artères rénales sont engainées dans cette maladie. Et il y a également une atteinte du cœur qui est extrêmement fréquente avec des infiltrations dites pseudo-tumorales de l'oreillette droite et des localisations péricardiques qui peuvent parfois amener à des tamponnades, c'est-à-dire quand il y a une compression en fait, du cœur par du liquide. Et ça fait partie des quelques urgences des urgences thérapeutiques. Vous avez ici un exemple de pseudo-infiltration tumorale de l'oreillette droite et puis ici des infiltrations autour des coronaires qui peuvent expliquer que ces patients font plus d'infarctus du myocarde que des patients qui n'ont pas cette maladie. En termes de traitement, donc les premiers traitements qui ont prouvé leur efficacité dans cette maladie, c'était l'interféron alpha.
qui posent des problèmes de tolérance parce que ça peut fatiguer et ça peut déprimer, mais on peut en quelques mois, en 18 mois, faire fondre ce qu'on appelle des méningiomes ou des tumeurs supracellaires sous ce traitement. Et on a été, avec les collègues nantais, les premiers à montrer en fait que même si c'était une étude rétrospective, que l'interféron alpha prolongeait la survie et améliorait certaines atteintes neurologiques dans une série qui a été publiée il y a une dizaine d'années maintenant. Quand ça ne marche pas, et avant les thérapies ciblées dont je vous parlerai dans un deuxième topo, on peut également donner des antirécepteurs de l'IL1, c'est-à-dire l'anakinra, ou alors des bloqueurs des TNF, ou alors également le sirolimus qui inhibe une autre voie de signalisation. Donc il y a, depuis une quinzaine d'années maintenant, des perspectives thérapeutiques. L'importance de BRAF, c'est que quand vous avez un patient qui a une mutation BRAF, on sait qu'il y a un lien extrêmement fort avec l'atteinte cardiaque, avec également certaines localisations du système nerveux central, notamment quand il y a une atteinte du cervelet, quand il y a une atteinte, un diabète insipide et quand il y a des xanthelasmas. Donc ça ouvre des perspectives thérapeutiques. Et quand vous faites des analyses, des modèles d'analyse en multivariés, vous voyez que quand il y a une atteinte du système nerveux central, c'est de plus mauvais pronostics, de même que quand on a une atteinte pulmonaire et quand on a une atteinte du rétro-péritoine. Depuis plus de 10 ans maintenant, on traite les patients par vemurafenib, qui est le premier anti-BRAF qui a été donné en France dans l'indication mélanome malin métastatique. Et on s'est retrouvé à ce moment-là avec des patients qui résistaient à l'interféron, qui résistaient à l'anakinra. Et on a détourné l'utilisation du produit pour donner chez quelques patients ces inhibiteurs de BRAF. Et l'histoire a commencé comme ça, en tout cas pour les patients adultes. Il y a maintenant de plus en plus de mutations qui ont été décrites à la fois pour la maladie d'Erdheim-Chester en haut à gauche et en bas à droite pour l'histiocytose à cellules de Langerhans. Et vous voyez qu'en une dizaine d'années, on a pu faire le détail de l'ensemble des patients avec des mutations essentiellement de MAP2K1, mais également et surtout de BRAF. Il y a des associations entre histiocytose à cellules de Langerhans et maladie d'Erdheim-Chester dans 15% des cas, et en général ça passe par la mutation BRAF. Il y a également chez les patients adultes fréquemment des maladies hématologiques associées. C'est essentiellement des leucémies myélomonocytaires chroniques dans 10% des cas des patients avec une histiocytose à cellules de Langerhans. Et ça des patients avec des maladies d'Erdheim-Chester. Et donc ça a des implications thérapeutiques. Et puis il y a également un overlap de patients avec une maladie d'Erdheim-Chester et une maladie de Rosai-Dorfman. Et ça passe plutôt par la mutation MAP2K1 et ça touche essentiellement des hommes. Donc le fait de séparer les histiocytoses, ça a un intérêt, mais il y a également des patients qui ont un continuum entre ces différentes histiocytoses. Quand on ne sait pas où sont les mutations sur la voie des MAP kinases, on peut demander, chez des patients notamment qui ne vont pas bien, un immunomarquage phospho-ERK. Et si vous exprimez phospho-ERK sur votre biopsie, vous pouvez bénéficier d'un traitement par anti-MEK. Donc il y a des traitements par anti-MEK qui sont maintenant disponibles en France, qui vous permettent d'aller mieux et relativement rapidement. Pour ce qui concerne la maladie d'Erdheim-Chester, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette maladie il y a une vingtaine d'années, les patients en général décédaient dans 60% des cas dans les 3 ans après le diagnostic. Et vous voyez que maintenant, quand on est muté BRAF ou quand on n'est pas muté BRAF, il n'y a pas pour l'instant de différence, ce qui n'est pas la même chose chez les histiocytoses à cellules de Langerhans, comme vous le verrez plus tard. En revanche, on a maintenant une médiane de survie pour la maladie d'Erdheim-Chester qui est de 12 à 13 ans, ce qui est beaucoup mieux. Et ça, c'est lié à l'interféron alpha et surtout aux thérapies ciblées. La série que je vous ai montrée là a maintenant 5-6 ans et les courbes de survie s'améliorent. Donc, l'histiocytose à cellules de Langerhans et la maladie d'Erdheim-Chester font partie
d'une nouvelle classification des histiocytoses et qui sont classées maintenant comme des néoplasies myéloïdes inflammatoires. La mutation BRAF est associée à un phénotype cardiaque et neurologique dans la maladie Erdheim-Chester, mais BRAF n'a pas pour l'instant d'influence sur la survie des patients, contrairement à ce que vous verrez dans l'histiocytose à cellules de Langerhans pour les enfants. Interféron alpha et thérapie ciblée améliorent la survie dans cette maladie de façon extrêmement spectaculaire. Et je vous remercie.